Bonjour à tous et merci d'être à notre écoute. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'invité du jour Jean-Frédéric Poisson, président du parti La Voix du Peuple et ancien député maire de Rambouillet. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accorder depuis la métropole un peu de votre temps. Quelle, Merci à vous. quelle est, selon vous, Jean-Frédéric, l'opinion des Français de métropole sur la Nouvelle-Calédonie ? Alors, en général, les Français métropolitains connaissent assez peu l'outre-mer. Alors évidemment, il y a beaucoup d'ultramarins qui vivent sur le territoire métropolitain, beaucoup de Réunionnais, beaucoup d'Antillais, beaucoup de Guyanais, assez peu de Tahitiens, enfin de Polynésiens, et assez peu de Néo-Calédoniens. Ça s'explique par l'éloignement, évidemment, géographique, mais donc grosso modo, on a un attachement à l'outre-mer. Les métropolitains, je pense, considèrent volontiers, tout comme moi d'ailleurs, que nous sommes en France quand nous sommes outre-mer. Maintenant, ils savent assez peu ce qui s'y passe, mais il est vrai qu'on parle malheureusement relativement peu de l'actualité ultramarine, sauf quand ça se passe mal, ce qui est le cas par exemple en Guadeloupe en ce moment, comme vous le savez, où là effectivement on focalise un peu les projecteurs sur l'outre-mer. Mais autrement, je regrette de constater que ça ne fait pas partie de notre actualité quotidienne. Alors, en s'appuyant sur des données essentiellement sanitaires, le gouvernement a décidé de maintenir le référendum au 12 décembre. Pouvait-il faire autrement ? On peut toujours faire autrement, surtout qu'avec ce gouvernement, on est à l'abri de rien. Mais il fallait maintenir cette date. D'abord parce qu'elle est inscrite depuis longtemps dans la logique des accords de Nouméa, premièrement. Et deuxièmement parce qu'il y a une promesse institutionnelle qui est une forme de contrat passé entre l'État français et le peuple français, et en particulier la partie de ce peuple français qui vit en Nouvelle-Calédonie. Donc il fallait maintenir cette date. Troisième élément, nous sommes à quelques mois d'un grand scrutin national, de deux grands scrutins nationaux, présidentiels et législatifs. On ne voit pas très bien à quelle autre date il aurait pu le reporter, sinon après ces deux événements. Et je pense que pour la clarté de fonctionnement des institutions et le respect des engagements pris à l'égard du peuple français, il fallait maintenir cette date. C'est une des quelques décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron que j'approuve. Alors, en réaction, vous le savez, le FLNKS appelle au boycott ou plutôt à la non-participation, justifiant cette décision par le fait que le peuple kanak doit faire le deuil de ses morts de la Covid. Comprenez-vous cette décision de non-participation à un troisième référendum que les indépendantistes ont expressément demandé ? Non, je ne comprends pas. Je comprends très bien qu'on veuille faire le deuil de ces morts. Ça, c'est évidemment infiniment respectable, et quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Mais encore une fois, il y a des impératifs collectifs, des impératifs qui touchent à la cohésion, à l'unité nationale, qui dépassent la situation particulière des familles, même quand elles sont endeuillées. J'espère n'offenser personne en disant ça. Mais je crois que d'abord, la date était connue depuis très longtemps, je le répète. Deuxièmement, il y a une forme d'engagement. Troisièmement, c'est à la demande, comme vous le dites vous-même, des signataires indépendantistes de l'accord de Nouméa que ces référendums ont été organisés, datés. Donc la logique doit se poursuivre. D'une certaine manière, quelles que soient les circonstances, il ne me semble pas que la Covid, si dramatique soit-elle, constitue une circonstance suffisante pour s'exonérer de ce scrutin. J'y vois plutôt une volonté d'une certaine manière, de vouloir invalider le résultat après coup, mais je ne veux pas prêter de mauvaises intentions gratuitement. Alors, la crainte, bien sûr, c'est l'impact de cette non-participation sur la sincérité du scrutin. Le conseiller d'État François Lamy, président de la commission de contrôle, a d'ailleurs déclaré dans une récente interview « Une faible participation n'est pas un motif d'irrégularité du scrutin ». Partagez-vous cette analyse ? Absolument, et sans aucune réserve. Il y a très peu de circonstances dans lesquelles, en droit français, la faible participation constitue un motif de non-validité du résultat du scrutin. Et pour les référendums, fussent-ils locaux, eh bien, ma foi, la règle qui s'applique partout est valable aussi. N'y aurait-il que deux personnes ou trois personnes qui viennent voter, deux pour, une contre, ou deux contre, une pour, le résultat de l'élection serait validé. C'est donc de manière inutile, je pense qu'on pourrait agiter cet argument. En tout cas, il est parfaitement irrecevable. Mais encore une fois, Je vous en prie. on fait appel à la responsabilité des électeurs. On leur donne l'occasion d'exprimer librement leur point de vue. Le jeu démocratique consiste à faire en sorte que la majorité l'emporte. Je ne peux pas dire que ça me satisfasse à chaque fois, parce qu'il m'est arrivé aussi de perdre des votes auxquels j'ai participé, figurez-vous. Donc voilà, ou alors on se lance dans un processus démocratique, on en accepte les règles jusqu'au bout, mais l'argument qui dit
C'est démocratique à partir du moment où je suis d'accord avec le résultat. Pardonnez-moi, ça ne peut pas tenir. On est dans une autre logique qui n'est pas celle de la France, qui n'est pas celle de nos institutions. Alors, lors de leur dernière conférence de presse, toutes les mouvances indépendantistes ont précisé que le 13 décembre, le FLNKS viendra à la table des discussions, mais pour parler d'indépendance et pas d'autre chose. Cette position est-elle démocratiquement audible ? Si le résultat du référendum du 12 décembre va dans le sens de l'indépendance, je comprends la position de principe du FLNKS. Après tout, si effectivement le résultat est conforme à leurs souhaits, ce que je ne souhaite pas et ce que je ne crois pas profitable pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, oui, on vient discuter le 13 décembre à partir des résultats du 12. Sinon, pardonnez-moi, on est hors jeu. On peut rentrer sur un terrain de football en voulant jouer au water-polo, mais en général, on joue tout seul et pas très longtemps. Donc, voilà, ça ne marche pas. Selon vous, que doit-il se passer le 13 décembre ? Comment voyez-vous le jour d'après dont a parlé le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu ? D'abord, c'est le terme des accords de Nouméa. En tout cas, dans la logique de la suite des 3 référendums qui étaient enregistrés dans l'accord, on arrive au terme du processus. On devait, au terme de ce processus, faire en sorte que les habitants de Nouvelle-Calédonie se prononcent sur le statut de ce territoire d'outre-mer. J'espère que les Néo-Calédoniens voteront dans le sens des 2 premiers référendums, dans le sens, du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans l'unité de la nation française. Et si effectivement c'est le cas, encore une fois ce que j'espère, le 13, il faut parler d'une évolution des institutions néo-calédoniennes pour que, effectivement, les choses prennent un nouveau tour et discuter de tout ce qu'il y a à discuter. Il ne faudrait pas croire pour autant que tous les accords de Nouméa, le contenu ou l'esprit des accords de Nouméa deviendrait caduque en entier. Tout le monde a bien noté que dans ces accords de Nouméa, il y a une place particulière qui est reconnue à la culture kanak, aux apports de cette culture, évidemment dans le territoire d'aujourd'hui. Il n'est pas question de considérer que, sous prétexte que le 3e référendum aurait un résultat qui maintiendrait la Nouvelle-Calédonie en France, tout cet aspect des accords devrait passer à la trappe. Donc c'est un nouveau dialogue qui doit s'instaurer entre 2 communautés. Il sera sans doute difficile, en fonction du résultat, ceux qui n'ont pas partagé le résultat final, ou qui n'ont pas voté en faveur, fassent le deuil d'une certaine façon de la victoire du camp d'en face. Donc il y a là un enjeu d'unité, de cohésion à rétablir qui est difficile, mais qui se produira sur de nouvelles bases, produites par le résultat du 12. Alors, dans les conditions dans lesquelles se prépare et va se tenir ce 3e et dernier référendum, le rôle de l'ONU et de la communauté internationale n'est-il pas accru ? Oui, malheureusement. Oui, moi, je suis un farouche partisan d'indépendance nationale. Ça vaut d'ailleurs pour tous les pays. L'ONU n'est pas ni le Donbass, ni la Crimée, ni des démocraties en voie d'évolution dont on a besoin de surveiller le déroulement des scrutins. Que l'ONU s'occupe de ses affaires. La France est un pays indépendant et souverain. La France est une grande nation. Nous n'avons pas besoin de l'ONU pour savoir comment s'organisent les élections, comment nous respectons les droits fondamentaux de nos populations et comment l'État français protège les droits et les libertés de ses concitoyens. Je suis absolument contre cette espèce d'ingérence, je la combats, je pense qu'elle est improductive et personne n'imposera à la France ce que le peuple français ne veut pas, même pas l'ONU. Et je regrette beaucoup que, pour des raisons que j'ignore, on ait laissé des gens s'occuper de choses qui ne les regardent pas. Encore une fois, nous sommes un grand peuple, une grande nation. Notre État fonctionne comme il peut, pas très bien en ce moment, mais ce n'est pas la première fois. Nous n'avons besoin de personne pour nous expliquer comment nous devons protéger les droits de nos concitoyens. Donc que l'ONU se mêle de ses affaires et tout ira mieux. Alors le référendum du 12 décembre marque donc la fin de l'accord de Nouméa. Ne s'achève-t-il pas dans une certaine confusion au final ? Écoutez, on verra le résultat dans 3 semaines maintenant, ou 2 semaines, 3 semaines. 18 jours. 18 jours, c'est ça. Confusion, non, dans la mesure où précisément le résultat sortira des urnes de manière claire. La seule confusion possible, ce serait que, par une espèce de miracle arithmétique, à la voix près, on sorte à égalité, à 50-50. Et alors là, effectivement, ça compliquerait beaucoup la suite des opérations. Mais quel que soit le résultat, si effectivement les Néo-Calédoniens se prononcent pour l'indépendance, le choix sera clair. S'ils se prononcent contre, ce sera tout aussi clair. Dans les 2 cas, la suite sera compliquée, parce que l'histoire ne s'arrête pas le 12 décembre. Elle continue le 13 et les jours après. Donc non, je pense qu'il faut au contraire militer pour
milité, constaté, en tout cas, on constatera, vous avec moi, et moi avec vous, plutôt que le résultat du référendum produit une situation qui est claire. La Nouvelle-Calédonie reste ou ne reste pas dans l'unité de la nation française. Si elle y reste, veillons à ce qu'elle y reste dans les meilleures conditions. Revenons, ça fait partie des questions que vous allez me poser, je crois. Bien sûr, oui. Et rediscutons d'un certain nombre de choses qu'il faut rediscuter. Si elle n'y reste pas, je plaindrai à l'avance mes compatriotes néo-calédoniens parce que l'affaire ne va pas être simple. Mais dans les deux cas, en tout cas, la décision du 12 est une décision claire. Elle doit être considérée comme définitive dans cette séquence. Et c'est le point de départ de la nouvelle conversation qui doit s'enclencher le 13 au matin. Alors, en tout état de cause, que doit-il advenir du rééquilibrage, du gel du corps électoral, de la surreprésentation provinciale au profit du Nord, mais également des îles ? Je pense que nous avons, et je dis nous, je ne suis pas solidaire de ces décisions. Il n'aura pas échappé que je n'étais pas membre de la majorité socialiste qui a signé les accords de Nouméa. On a voulu, d'une certaine manière, permettre, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris cette logique que j'ai vu se dérouler pour le premier référendum, en tout cas dans le mandat précédent, sous la mandature de François Hollande. On a voulu faire en sorte que cette question d'indépendance soit posée et qu'il y soit répondu dans des conditions telles que personne ne se sente lésé. On a donc accordé une forme de surreprésentation aux populations autochtones pour faire en sorte qu'elles considèrent que cet accord électoral n'était pas faussé. On a donc tout fait pour que cette expression, on a fait une espèce de faveur en quelque sorte, en tout cas sur le plan arithmétique et électoral, pour que personne ne sente qu'il était piégé d'une certaine façon. Et donc nous sommes allés au bout de cette logique, pas sur un référendum, ni sur 2, mais sur 3. Donc si au bout de 3 fois, et les 3 fois de manière homogène, c'est d'après ce que je comprends, plutôt ce qui devrait se produire. Si en plus les indépendantistes boycottent, enfin j'ai admiré votre nuance de tout à l'heure, c'est pas un boycott, c'est un appel à la non-participation. Alors, vous m'expliquerez hors antenne cette nuance que je ne saisis pas toujours, mais je comprends que vous soyez précautionneux. Non, il y a 3 référendums. Les 3 référendums aboutiront au même résultat homogène les 3. En tout cas, c'est ce que je pense et ce que j'espère. Ma foi, les conditions qui étaient mises en place pour que personne ne se sente frustré ou piégé dans ces 3 référendums ont permis une expression favorisée, encore une fois, au camp qui était visiblement plus favorable à l'indépendance ou à une autonomie élargie qu'au maintien du statu quo dans la nation française. Si dans ces circonstances, ces 3 référendums donnent un résultat identique de maintien de la Nouvelle-Calédonie dans l'unité de la nation française, il faut revoir l'ensemble de ces circonstances. Et je ne vois pas pourquoi, puisque maintenant la décision serait prise, en toute hypothèse, le 12 au soir, de rester dans le giron français, il n'y a pas de raison qu'on ne modifie pas, y compris les circonstances de la surreprésentation électorale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Alors dans le futur statut, a fortiori, si c'est un nouveau statut dans la France, quelle place faudra-t-il laisser à la coutume et à l'identité kanak, Alors ça, je pense que, d'abord je le disais tout à l'heure, ce sont des aspects des accords de Nouméa qu'il ne faut pas rayer d'un trait de plume. Si je faisais partie du camp des vainqueurs du 12 qui voudrait maintenir la Nouvelle-Calédonie en France, je me permets simplement d'inviter ensuite ceux qui seront en charge de ce maintien à veiller et à faire en sorte que vraiment ces aspects culturels autochtones locaux soient préservés et respectés. Parce que c'est aussi ça qui fait la grandeur de notre nation, sa capacité d'intégrer, de laisser vivre en son sein des expressions culturelles qui ne sont pas celles de la métropole et c'est des origines historiques de notre pays. Il y a là un équilibre à trouver. Il est à souhaiter que les conditions dans lesquelles nous serons à partir du 13, dans la perspective où effectivement il n'y a plus de consultation référendaire, ni à court ni à moyen terme, il n'y en a plus du tout qui soit programmée en tout cas à ce stade, les conditions donc sont remplies pour que la pacification se fasse. Alors je sais bien que depuis maintenant une trentaine d'années à peu près, plus que ça, mais les tensions se sont fait jour, qu'il y a des affrontements entre des groupes qui se constituent comme des communautés, ou en tout cas qui peuvent fonctionner de temps en temps de cette manière, que les disparités de répartition géographique des populations selon la partie du territoire accentuent probablement ces phénomènes. Il y a sans doute des revendications des Kanaks qu'il faudra écouter, peut-être en termes de confort matériel, d'investissement, enfin tout cela sont des questions qui se posent, comme d'ailleurs en Guadeloupe aujourd'hui, d'une manière assez comparable au fond. Il y a des revendications à caractère social qu'il faudra écouter, et ne pas considérer surtout que ceux qui auraient gagné le référendum pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France
se trouve avec une espèce de blanc-seing ou carte blanche pour continuer comme avant. On ne pourra pas continuer comme avant. Maintenant que tout le monde serait rassuré sur le fait que la Nouvelle-Calédonie demeure française, les conditions d'un nouveau dialogue sont possibles, elles sont souhaitables, et les revendications des indépendantistes peuvent être entendues d'une autre oreille que lorsqu'il s'agit d'une revendication à caractère électoral. Voilà ce qui changera, à mon avis, à partir du 13 au matin. Alors, au travers de l'affaire des sous-marins australiens et du référendum calédonien, jamais on a autant parlé de la place dans la France, dans le Pacifique. Justement, selon vous, quelle doit être sa place ? Primordial. Vous savez, je me souviens d'avoir entendu le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à l'époque, sous le mandat de François Hollande, oui. expliquer les raisons pour lesquelles les Australiens avaient signé les premiers pré-contrats pour acheter ces sous-marins à notre pays. Et il y avait deux raisons à cet achat, expliquait le gouvernement français à l'époque. La première, c'était que la France était une nation pacifique, au sens de sa présence dans l'océan Pacifique. Nous sommes pacifiques, bien sûr, mais nous sommes aussi dans l'océan Pacifique, et qu'elle avait vocation à le demeurer longtemps. Et que donc c'était susceptible, deuxième raison, d'engendrer chez les Australiens une certaine confiance dans le fait que si jamais il y avait un jour un conflit assez vif entre la Chine et l'Australie, les Australiens étaient certains du fait que la France prendrait leur défense aux Australiens. Alors qu'ils n'étaient pas du tout certains que les États-Unis interviendraient. Je vous rappelle, c'était la période de lune de miel, entre guillemets, entre les États-Unis et la Chine, et les Australiens se sentaient un peu seuls dans cette affaire, et ils trouvaient chez nous un soutien presque automatique de voisins. Évidemment, la négligence avec laquelle les gouvernements français successifs, François Hollande comme Emmanuel Macron, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois seulement, pendant 8 ans, on ne s'est pas occupé de la Nouvelle-Calédonie. On a fait comme si ça ne nous intéressait pas. Les référendums en Nouvelle-Calédonie, je vous le répète, à ma grande tristesse d'ailleurs, ont eu très peu de répercussions en France et dans l'opinion, enfin en France, en métropole en tout cas, et dans l'opinion publique qui est en métropole. Très très peu. Il y a je ne sais pas combien de métropolitains savent qu'il y a un référendum en Nouvelle-Calédonie le 12 décembre, mais sans doute une très petite minorité. Alors que c'est la France, alors que ça fait partie de notre richesse, que les intérêts stratégiques de notre pays sont en jeu pour beaucoup d'entre eux, diplomatiques, internationaux, les ressources maritimes, les ressources minières, je n'en parle même pas, la présence géographique dans un contexte extrêmement tendu tout autour de vous. Oui. Vous n'ignorez rien de tout ça. Donc il faut maintenir tout ça absolument, mais la négligence de nos gouvernants, ça date pas d'ailleurs de François Hollande, c'était un peu vrai avant, a fait que nous avons perdu de vue toute la richesse que représente pour nous notre présence dans le Pacifique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et bien sûr en Polynésie française, et je n'oublie pas Wallis et Futuna et les autres territoires. Nous sommes présents là-bas, nous sommes une présence pacifique, nous sommes une grande puissance, nous avons intérêt à y rester. Et j'ajoute que la perspective de l'indépendance, je me permets d'entrer dans le débat local si on me le permet, mais après tout, je suis un citoyen français bien aussi. Entendu. Et vous m'appelez depuis la France et je vous réponds depuis la France. Quand on voit la manière dont l'impérialisme chinois se déploie, faisons bien attention à ne pas entrer dans des logiques d'indépendance qui rendraient extrêmement malléable, pour ne pas dire friable, pour ne pas dire attrapable très facilement par la puissance chinoise, un territoire néo-calédonien qui se serait écarté de la France. Pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie française est protégée, pas autant qu'il le faudrait, mais protégée contre l'impérialisme chinois. Une Nouvelle-Calédonie indépendante ne le serait plus du tout. Et moi, à choisir, si je devais vivre sous l'égide de l'État français ou sous l'égide de la Chine, mon choix est fait. Alors justement, une victoire du non, le 12 décembre prochain, consacrera-t-il finalement cette place ? J'espère. En tout cas, oui, j'espère, mais malheureusement, rien n'est acquis parce que, encore une fois, nos gouvernants, je crois, ne prennent pas toute la mesure de ce que le fait pour la France d'être la deuxième puissance maritime du monde, si on regarde la superficie, les millions de kilomètres carrés de territoire marin que nous avons sous notre autorité, avec tout ce que ça suppose, encore une fois, de présence stratégique, de capacité de relations diplomatiques, de capacité d'exploitation et de profitabilité de ressources naturelles. Enfin, il y a des tas de choses à faire partout. Nous sommes présents sur toutes les mers du globe, sur tous les continents, ou à peu près. Enfin, nous sommes une grande nation, il ne faut quand même pas l'oublier. Nous sommes membres du Conseil permanent de l'Organisation des Nations Unies, nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes un grand pays et nous avons une armée de projection que peu de pays ont dans le monde. Nous pouvons donc, d'une certaine manière, nous devrions pouvoir en tout cas, ne dépendre de personne que de nous pour décider de notre destin. Malheureusement, la capacité de résistance des autorités françaises aux influences étrangères, la volonté d'indépendance et de souveraineté s'est considérablement affaiblie chez nos gouvernants depuis
malheureusement trop longtemps. Et dans cet affaiblissement, on perd de vue tout l'intérêt, toute la puissance, toute la richesse que représente notre présence outre-mer pour la France et pour la nation française. Donc il faudrait, en plus du résultat du 12, dans le sens d'un maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le giron français, une prise de conscience d'un certain nombre de nos responsables politiques de cette puissance qui est la nôtre, et qui passe d'ailleurs par une attention accrue des pouvoirs métropolitains à l'égard des territoires et départements d'outre-mer. Une attention accrue. Ce qu'on voit en Guadeloupe aujourd'hui, pardon de vous parler de choses qui sont loin de vous, mais c'est aussi la France pour le coup, sûr, oui. Vous êtes concernés comme nous. Ce qui se passe en Guadeloupe, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une certaine manière ce qui se passe dans tous les départements, territoires d'outre-mer. Une espèce de manque de considération de l'État français à l'égard de ce qui se passe outre-mer. Manque de considération, ça veut dire que je suis choqué d'entendre un syndicaliste comme Elie Demota, pour lequel je n'ai pas de sympathie politique particulière, on dit depuis 4 mois qu'il y a, dans certains coins de la Guadeloupe, pas d'accès à l'eau potable, enfin, qu'il ne soit pas reçu par le préfet, pas par le président de région, pas par personne. Enfin, comment est-ce qu'on peut tolérer quelque chose comme ça ? C'est impossible. Donc je comprends qu'ils se mettent en colère. Ça ne donne pas le droit de brûler des maisons, ni des voitures, ni de taper sur les policiers, ou de braquer des braves gens dans la rue, c'est pas ça. Enfin, qui s'énerve, je peux comprendre que moi je serais énervé à sa place, vous voyez. Mais donc, qu'est-ce que c'est le problème ? C'est un défaut d'attention de l'État à l'égard de ces demandes qui sont légitimes. Et si l'État français veut continuer d'exercer une autorité, une présence dans ces territoires, il faut qu'il réponde à ces demandes. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment prendre conscience du fait que nous avons, comme à l'égard de n'importe quel département de la métropole, la même responsabilité, le même devoir d'équité, le même devoir de présence à l'égard de n'importe quel citoyen ultramarin qu'à l'égard de n'importe quel citoyen en métropole. Cette prise de conscience-là n'est pas complètement faite, malheureusement, mais ça peut changer. On va y contribuer, en tout cas. Une dernière question, Jean-Frédéric Poisson. On vous sait homme de conviction, mais également homme de foi. Par ces temps incertains pour la population calédonienne, quelle que soit d'ailleurs leur conviction politique, qu'avez-vous envie de leur dire ? Leur dire que, d'abord, la paix est un instrument d'unité sociale et de cohésion bien plus fort que le conflit ou le litige. Que deuxièmement, même si effectivement il y a des défaites, et quel que soit le camp qui gagnera, le camp, je mets des guillemets, qui gagnera, ou la partie de la population qui gagnera, dimanche soir prochain, je serai attentif et j'espère beaucoup, vraiment, j'attends beaucoup que les conditions d'un dialogue pacifique soient trouvées ou retrouvées. Il ne peut pas y avoir de salut pour la Nouvelle-Calédonie en dehors de ça, que l'État français soit plus présent ou pas. Beaucoup de choses appartiennent en réalité aux Néo-Calédoniens, quelle que soit leur intention par rapport à la présence de la France. Beaucoup de choses sont entre les mains des habitants de Nouvelle-Calédonie et j'espère vraiment qu'ils trouveront les conditions d'un dialogue pacifié ou repacifié. Et puis, l'état du monde est ce qu'il est. Vous l'avez dit, je suis un chrétien engagé, je ne désespère jamais ni de mon prochain, ni de l'état du monde, il y a de belles choses à faire. Et je suis en politique parce que je crois que l'attitude d'un chrétien à l'égard de la chose publique ne doit pas être celle de la réserve, mais celle de la bienveillance. Il y a du bien à faire partout où nous sommes. J'essaie de le faire avec l'aide de Dieu, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir, ou ce matin, je ne sais pas quand vous diffuserez cette émission, peu importe, mais le soir et le matin, peut-être 2 fois d'ailleurs, j'en sais rien. Donc voilà, confiance dans l'avenir, et il est plus sûr de placer sa confiance parfois dans le ciel que sur terre, ce qui n'exclut pas de s'occuper de la terre. Très bien. Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs, bien sûr, de nous avoir suivis. Une interview à retrouver dans son intégralité en replay sur le www.oceane.nc ou bien encore en streaming sur la page Facebook d'Océane TV. À très bientôt pour une nouvelle émission. Salut.